On continue à Boulevard 101 de suivre ce qu'il est convenu maintenant d'appeler la saga Anna Collard. Ou la psychose. Vraiment. Ouais. Le soap. Mais tu sais, la saga, le soap. Le soap, la télé-réalité. Ouais. La télé-réalité Anna Collard, parce qu'on a l'impression que c'est comme, t'as tout à fait raison, Catherine, comme une série télé, puis chaque épisode, tu sais, c'est comme District 31, là. Chaque épisode, tu penses que, tu sais, la conclusion de l'émission arrive, là, puis t'as mon Patrick puis ma Nadine, là, tu penses qu'ils vont s'embrasser, puis là, non! Il arrive quelque chose, là, l'autre, il part en Syrie, puis l'autre, il revient, puis là, monsieur, que ça finit plus, cette histoire-là. Alors, la saga Anna Collard, c'est un petit peu ça. Alors, si vous l'avez pas suivi, puis si vous avez pas écouté, malheureux que vous êtes, l'émission d'hier à Sophie sans compromis, on avait reçu Linda Evans, qui est une citoyenne du Vieux-Cap-Rouge, qui, justement, elle dénonçait toute cette psychose autour d'Anna Collard et qui ne comprenait pas pourquoi certains remettaient en question les tests du ministère de l'Environnement qui avaient été faits, qui avaient été divulgués donc la semaine dernière et qui montraient que les taux d'émission d'Anna Collard étaient en dessous, en tout cas, des normes acceptables. Coup de théâtre, hier après-midi, on apprend que le ministre de l'Environnement, David Hurtal, a décidé de suspendre le certificat d'autorisation d'Anna Collard. Donc, je dis coup de théâtre parce que la semaine dernière, on apprend que les résultats des tests montrent que c'est correct, c'est conforme. Conforme aux normes du ministère. Aux normes du ministère. Et là, ce même ministère... Ouais, des tests faits par le ministère, en plus. Exécuté par le ministère pendant une semaine. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un d'Anna Collard qui nous a écrit pour nous dire, écoutez, les relevés de la campagne de prélèvement sont disponibles sur le site internet d'Anna Collard. Donc, vous, comme citoyen, pour vous informer, pour vous faire votre propre tête sur ce dossier-là, vous pouvez aussi aller sur le site d'Anna Collard et voir les résultats de ces tests-là qui ont été effectués, on le rappelle, pendant une semaine. Alors, évidemment, Anna Collard n'a pas tardé à réagir. La direction d'Anna Collard, hier, a émis un communiqué en disant c'est un geste politique déloyal, c'est ce que dit Anna Collard, et il reproche au gouvernement, en particulier évidemment au ministre de l'Environnement, d'avoir renié ses engagements, et je cite, pour des raisons purement politiques, et ce, au mépris de la loi. Donc, évidemment, eux sont très mécontents, et à travers tout ça, on essaye de comprendre ce qui a pu mener à ce genre de situation. Et hier, on recevait donc Linda Evans, citoyenne de Cap-Rouge, qui nous informait que il y a un terrain adjacent au terrain d'Anna Collard qui a été dézoné en décembre 2016 pour un terrain sur lequel il y a en ce moment un garage municipal qui a été dézoné pour qu'on puisse y construire 2 projets de condominium de 25 unités chacun. Donc, ça vient encore une fois apporter un autre éclairage, un autre point de vue qui pourrait nous permettre de comprendre ce qui se passe exactement autour d'Anna Collard, de la saga du téléroman Anna Collard. Et, parallèlement à tout ça, il y a un monsieur qui m'a écrit, qui s'appelle Yann Contrato et qui, lui, est expert en olfactométrie. Et qui m'a dit, écoutez, j'ai entendu toutes les entrevues que vous faites, parce que ça fait plusieurs entrevues, plusieurs discussions qu'on a sur les ondes de Boulevard 102 à ce sujet-là, et qui, lui, me dit, écoutez, moi, je pourrais venir vous expliquer comment ça fonctionne, la problématique des odeurs, et surtout l'impact de ce genre d'études, parce que moi, c'est ce que je fais comme expertise. Alors, on l'a au bout de la ligne. Yann Contrato, donc, votre entreprise fait ce genre d'expertise. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bonjour, Sophie. Bonjour. Et il y a ma collègue Catherine Bachand également qui est en ligne et qui vous écoute, et tous les auditeurs de Boulevard 102.1. Alors, bonjour Catherine. Bonjour. Vous, expliquez-nous exactement ce que fait. D'abord, quel est le nom de votre entreprise et qu'est-ce qu'elle fait, cette entreprise, en olfactométrie? On imagine que métrie, c'est la mesure, olfacto, les odeurs. Oui, bien en fait, en synthèse, l'olfactométrie, c'est effectivement la science de la mesure des odeurs. C'est une science qui est relativement jeune, puisque c'est les normes les plus récentes, en fait, datent véritablement de 2003. Et c'est un petit peu la même révolution qu'on est capable d'apporter dans la mesure objective des odeurs que lorsque dans les années 50 ou 60, les premières personnes ont fait les mesures de décibels pour le bruit. Avant les années 50, le bruit c'était subjectif, le bruit c'était insupportable, le bruit on pouvait pas s'en protéger.
Aujourd'hui, on sait très bien que ça se mesure en décibels, on sait très bien qu'on peut faire des études d'impact sur le bruit, on sait très bien qu'on peut mettre des capots de protection. Ben, c'est exactement la même chose dans le domaine olfactif, mais c'est une science qui est beaucoup plus jeune, qui est 60 ans plus jeune que celle de la mesure des nuisances auditives, tout simplement. Et c'est notre spécialité à Olfacto Expert d'intervenir en fait dans le monde entier pour des problématiques à la fois d'expertise technique, mais surtout d'expertise légale. Donc notre vocation, en fait, elle est tout simplement de pouvoir vulgariser quelle est cette complexité du domaine olfactif, de manière à pouvoir apporter pour un juge, pour un représentant du ministère de l'Environnement, pour une entreprise, quelle est l'importance finalement d'une problématique et quelles sont les choses à faire pour pouvoir arriver à la régler, tout simplement. D'accord. Alors, vous nous avez fait un parallèle avec les décibels. Ben, ça, tout le monde comprend. On sait très bien que quand notre enfant crie en plein milieu de la nuit, hein, on a connu ça, Catherine, des bébés qui crient, on sait que le niveau de décibels est très élevé puis que ça se mesure facilement. Est-ce que les odeurs, la façon de le mesurer est aussi simple, aussi claire et nette que des décibels pour les bruits? Eh bien, étrangement, je suis tenté de vous dire oui. Mais il y a un mais en fait, parce que autant le bruit, on peut effectivement le mesurer uniquement avec des décibels, c'est unidimensionnel. Dans le domaine des odeurs, en fait, on a besoin de 4 dimensions différentes pour pouvoir quantifier une odeur. Et c'est un petit peu ce que je regrette en fait souvent, puis c'est la raison de ma présence auprès de vous, c'est de pouvoir expliquer que justement les odeurs, pour pouvoir en parler de façon adéquate, il y a 4 dimensions. Qui sont très très différentes les unes des autres et qui permettent de pouvoir travailler avec l'objectivité de la même manière qu'avec le bruit en fait. D'accord. Alors c'est quoi les 4 dimensions, sans rentrer dans des termes trop techniques, mais des termes que tout le monde pourra comprendre? Alors le premier, puis c'est le plus simple que tout auditeur comprendra, c'est ce qu'on appelle l'intensité olfactive. L'intensité olfactive, c'est ce qu'un être humain, vous ou moi, peu importe la taille de notre nez, ce qu'on est capable de sentir. Donc, il faut savoir que le nez humain, en fait, il peut saturer à partir du moment où il y a une certaine concentration dans l'air ambiant de molécules chimiques. Donc, on va parler dans l'intensité d'une odeur, par exemple, très peu intense, d'une odeur forte, d'une odeur extrêmement forte. Ça va être ce type de caractéristiques-là. C'est généralement des échelles qui vont de 0 à 10 pour quantifier l'intensité. D'accord. Donc, quand on sort les poubelles, peu importe que moi j'ai un gros nez ou que mon fils ait un petit nez, l'intensité de l'odeur des poubelles se mesure sur une échelle de 0 à 10. Absolument. Mais le vôtre est charmant, Denis, Sophie, si je peux me permettre au passage. C'est gentil. C'est moi qui ai plutôt un gros nez. Mais vous parliez, et c'est mon métier alors, vous parliez de, par exemple, quand on sort une poubelle, un bac industriel de poubelle. Là, cette fois-ci, ça va nous permettre de pouvoir parler de la deuxième dimension qui est la concentration de l'odeur. La concentration de l'odeur, c'est véritablement la dimension que nous, ingénieurs et experts, on peut utiliser pour quantifier le problème et trouver sa solution technique. Donc là, on va utiliser des appareils pour mesurer ça, qui sont des olfactomètres à dilution dynamique. Donc nous, une de nos spécialités, c'est de construire justement ces appareils et d'équiper des consultants à travers la planète pour qu'ils puissent apprendre à les utiliser adéquatement. Un petit peu de la même manière que les premières machines pour mesurer les décibels étaient énormes et demandaient des expertises très pointues. Eh bien, on en est au même niveau avec les odeurs. Donc là, c'est la concentration. Oui. Voilà, un bac de poubelle, on va dire commercial, en arrière d'un restaurant sur la rue Mont-Royal. On va pouvoir mesurer, par exemple, des concentrations de l'ordre de 400 à 500 unités odeur par mètre cube, ce qui est relativement important. Alors que, généralement, ce que les Français appellent le seuil de franche reconnaissance, mais que nous, au Québec, on appelle le seuil de plainte, il commence à partir d'à peu près 10 unités odeur par mètre cube. Donc, ça vous donne une petite idée. OK. Donc, un seuil de plainte, c'est le seuil à partir duquel on s'en va voir notre voisin en disant « Hey, tes poubelles, elles puent ». Ou alors, je sais pas moi, ton chien, les crottes de chien, il y en a une trop grande concentration, donc ça pue. Donc le seuil de plainte, c'est là à partir duquel, mais chacun peut avoir un seuil de plainte qui est différent, parce que c'est ça qu'on voit dans le cas d'Anacolor, c'est qu'il y a des gens que l'odeur n'indispose pas et des gens que l'odeur indispose. Comment on peut expliquer une telle différence dans le même secteur puis auprès de la même population? Alors là, en fait, c'est une réponse en 2 parties, puisque
que, si vous voulez, au niveau de la concentration, lorsqu'on détermine la concentration, on utilise donc des laboratoires qui sont très très spécifiques pour pouvoir le faire. Ça prend beaucoup d'éléments techniques très complexes. Et quand on mesure la concentration d'une odeur, peu importe le nombre de fois où on va passer cet échantillon à l'analyse, on va avoir exactement le même résultat. C'est ce qui fait que c'est une dimension aussi objective. Et pour faire ça, on utilise des êtres humains dont préalablement, on va avoir évalué le seuil de perception olfactif individuel. Et c'est là que vous avez tout à fait raison, Sophie. On n'est pas tous égaux devant la science des odeurs, de la même manière que autour d'une table, vous allez pouvoir avoir des gens qui, pour la vue, vont être myopes, astigmates, etc. Eh bien, au niveau olfactif, dans la population, il y a encore plus de diversité. On va avoir des gens, par exemple, qui vont être totalement anosmiques, ils ne peuvent rien sentir. Et donc celui-là, évidemment, ne se plaindront jamais. On va avoir un autre pourcentage d'individus, à peu près 7% de la population, qui, eux, vont être qualifiés d'hypersensibles. Ils vont être capables de détecter des molécules dans l'air, là où 93% de la population ne sentira absolument rien. Donc, il y a un besoin sur ces problématiques-là, d'une part, d'aller chercher de l'objectivité par rapport aux observations qui sont apportées, mais bel et bien aussi, évidemment, d'aller chercher les bons outils pour caractériser les choses correctement. Oui. Quand vous parliez excusez-moi juste un instant, pour finir sur la réponse, oui. Quand vous parliez tout à l'heure des odeurs, par exemple, des défections d'un animal, là, on rentre dans la troisième dimension des odeurs qu'on appelle le caractère hédonique de l'odeur. Le caractère hédonique, c'est la seule dimension, parmi toutes celles qu'on utilise en ingénierie, qui est subjective. C'est-à-dire, le caractère hédonique, c'est est-ce qu'une odeur est agréable ou désagréable. Ça dépend de notre passé individuel, de là où on a grandi, de notre sexe, de notre âge, de nos conditions sociales de vie, etc., etc. Mais justement, quand on va parler d'odeurs désagréables ou très désagréables, ça va donner un indice souvent de la dangerosité potentielle que pourrait avoir une odeur. C'est comme ça que l'être humain, depuis toujours, mais on l'a un peu oublié, fonctionne. Quand un être humain est on est alerté au danger. Exactement. C'est vrai pour les champignons, c'est vrai pour des aliments qui ont été dépéris. Et c'est donc des dimensions dont on doit tenir compte. Okay. La toute dernière... Oui, pardon, je vous en prie. Oui, allez-y rapidement, parce que je veux qu'on revienne à Anacolor après, mais allez-y. Oui, la dernière dimension, c'est ce qu'on appelle la qualité olfactive. C'est qu'est-ce que ça sent. Donc par exemple, ça sent le poulet, ça sent le poisson, ça sent la peinture, ça sent les solvants, par exemple. D'accord. Et là aussi, en fait, et on va faire la transition assez facilement vers Anacolor, quand on regarde les rapports qui ont été établis dans le passé et les observations d'odeurs qui ont été faites, dans le cas d'Anacolor particulièrement, et comme dans le cas de beaucoup d'entreprises, on se rend compte qu'en fait, il y a toujours un paysage olfactif. Donc oui, Anacolor peut effectivement entraîner des observations d'odeurs à proximité immédiate en fait de la limite de sa propriété. Rarement en fait très au-delà. C'est les premières conclusions qu'on est en train de tirer, notamment avec les derniers résultats du ministère de l'Environnement du TAGA. Mais on se rend compte aussi que ces odeurs-là, elles sont relativement peu fortes, elles sont très faiblement en fait fortes. Donc on est très loin en fait de beaucoup d'amalgame. Je crois que c'est ça le problème sur le dossier, c'est qu'il y a eu beaucoup d'amalgame entre le degré d'une odeur qui peut être ou non désagréable, mélangé avec l'intensité, et par la suite on est rentré sur des considérations de type toxicologique qui, dans les faits, selon moi, à titre d'expert, n'existent pas sur ce dossier-là en fait. Ah oui? Oui, clairement, parce que l'OMS, par exemple, donc l'Organisation mondiale pour la santé, définit qu'il pourrait y avoir un risque en fait pour la santé humaine à partir du moment où une odeur est systématiquement extrêmement désagréable et qu'elle est extrêmement forte. Or, quand on regarde en fait les observations qui ont été accumulées depuis plusieurs années, on se rend compte qu'il y a un très faible pourcentage de la population, très faible, qui a pu effectivement caractériser des odeurs de ce type-là. Donc il y a deux possibilités en fait. Soit qu'il y ait eu éventuellement des observations qui, dans un certain nombre de cas, pouvaient être éventuellement malveillantes. C'est mon rôle aujourd'hui de déterminer si scientifiquement, par des calculs de dispersion, c'est vrai ou pas. Ça fait partie des choses qu'on est capable de faire. Et puis, il se peut aussi qu'il y ait un très
faible fragment de la population qui soit effectivement hypersensible. Voilà ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, des gens qui, de la même façon qu'il y a des gens qui sont presbytes ou myopes et qui voient pas bien, il y a des gens qui voient très bien, donc il y aurait des gens qui seraient très sensibles aux odeurs. C'est exactement ça. Et le problème, c'est que dans la plupart des cas, les médias, et Dieu sait pourtant que j'aime la liberté médiatique qu'on peut avoir ici en Amérique du Nord, bien, il y a très très peu de journalistes scientifiques et de chroniqueurs qui ont la capacité de pouvoir aborder avec l'éloquence que ça mérite ces questions précises justement sur les odeurs. Or, si on... Mais vous l'avez très bien fait ce matin, en tout cas vous avez vulgarisé ça de façon très claire. Ben, on n'a pas vraiment le choix, en fait, Sophie, parce que souvent on se retrouve en face d'un juge qui, après quelques jours d'audience, doit prendre une décision dans un recours collectif ou dans une injonction ou autre, et on doit être capable en quelques heures de pouvoir transmettre nos compétences au juge de manière à ce qu'il puisse trancher. Et c'est ça aussi que les gens ont souvent du mal à comprendre, c'est que le rôle de l'expertise, tel qu'on l'ait fait, peu importe que l'on travaille avec une entreprise ou avec les plaignants contre l'entreprise, il n'y a qu'une seule vérité factuelle par rapport à une problématique. Et c'est vers ça qu'on se dirige sur le dossier, en fait. D'accord. Donc vous, en ce moment, par rapport à Anacolor, vous êtes témoin expert pour l'entreprise? Oui, tout à fait. Et comme je le disais à plusieurs de vos collègues, j'aurais très bien pu travailler pour la partie adverse. Mes conclusions n'auraient pas changé d'un iota, en fait. Elles auraient été exactement les mêmes. L'idée, si vous voulez, c'est que on va se diriger dans un dossier comme ça, plutôt que de parler, en fait, d'observations qui ont été faites uniquement sur 3 jours ici, sur 5 jours là, etc. Il y a des moyens qui sont parfaitement encadrés par la loi, en fait, de l'environnement au Québec, qui permettent de faire ce qu'on appelle une étude de la dispersion atmosphérique des odeurs. Et dans ces études-là, on va considérer jusqu'à 5 années de données météorologiques à raison de 1 lot de données toutes les 4 minutes pendant 5 ans. Donc c'est des centaines de milliers de données qui nous permettent d'obtenir des cartographies avec des courbes d'isoconcentration d'odeur, ou que certains de nos clients au Québec appellent des courbes d'isopuanteur, qui vont nous dire et nous montrer vraiment graphiquement où peuvent être les problématiques. Ça, c'est un élément de constat qui est très, très objectif. Mais surtout, et c'est ça qui m'a manqué sur ce dossier durant ces 5 dernières années et que je ne comprends pas, c'est que ça va permettre à l'entreprise de pouvoir installer des épurateurs, des systèmes de traitement qui vont enfin pouvoir permettre de diminuer la problématique de façon intelligente et appropriée. Et c'est vers ça qu'on se dirige. Donc, je pense que il y a déjà eu beaucoup d'efforts de fait, et si le ministère de l'Environnement accepte que ce genre d'études-là soit effectivement pratiquées, je n'ai absolument aucun doute que d'ici à quelques mois tout au plus, la problématique d'Anacolor restera simplement dans des annales médiatiques, tout simplement. Oui. Donc, ce que vous dites dans le fond, c'est que selon votre expertise, il n'y a pas de problème d'odeur avec Anacolor. Vous pouvez nous dire ça aujourd'hui de façon scientifique, qu'il n'y a pas de problème d'odeur avec Anacolor. Est-ce que c'est aussi clair que ça? C'est pas aussi clair que ça. Je pense qu'il faut encore nuancer parce que ces études-là n'ont pas encore été faites. Elles sont sur le point d'être entamées si elles sont acceptées. Mais ce que je peux dire par contre, c'est qu'il n'y a certainement, en tout cas, pas de problème de santé par rapport à Anacolor. Là, il y a eu véritablement un glissage médiatique qui semble tout à fait évident. Et je dirais peut-être en un certain sens éventuellement malveillant. En tout cas, je m'interroge sincèrement parce qu'en aucun cas les seuils au niveau chimique des concentrations qui ont pu être mesurées, notamment dans la dernière très bonne expertise qui a été faite par le TAGA, le ministère de l'Environnement, on est en dessous des seuils olfactifs des composés chimiques qu'on essaye de caractériser. Et ça, donc, ça veut dire une chose, mais il y a encore des gens qui disent que c'est toxique. Donc c'est là-dessus que vous en avez. C'est que vous dites qu'on ne peut pas faire de lien entre cette odeur-là et une certaine toxicité ou d'un danger pour la santé des gens. Selon moi, véritablement, il n'y a pas de risque au niveau toxicologique. J'en suis intimement convaincu. J'ai lu évidemment ce que les médias ont relayé. Je pense avoir commencé à comprendre un petit peu à certains endroits où est-ce qu'il y a pu y avoir un glissement. Moi, si vous voulez, nous, comme on fait des expertises en passant systématiquement d'un pays à l'autre, j'ai tendance en fait à me rapprocher des niveaux qui sont recommandés par l'OMS, donc l'Organisation mondiale pour la santé, qui a très très bien déterminé à partir de quand est-ce que le risque de toxicité pouvait être envisagé ou pas. Et pour moi, clairement, dans le dossier Anacolor, le risque toxicologique est absolument pas présent.
Donc, il n'y a pas de risque toxicologique, mais ça peut demeurer une nuisance. Eh bien, vous avez exactement raison. Parce qu'au niveau légal, ça a deux conséquences très importantes. D'un côté, il y a la toxicologie avec un risque d'effet sur la santé des enfants, la santé des âgés, etc. Et selon moi, on n'est clairement pas dans ce domaine-là. On est dans l'autre domaine, qui est celui, effectivement, des nuisances olfactives. Il peut y avoir des épisodes d'apparition d'odeurs à proximité. Ce qu'on se rend compte en l'étudiant sur plusieurs années, c'est que c'est relativement restreint à proximité de l'usine. Moi, j'en tiens aussi pour preuve, dans cette usine-là, il y a des employés qui travaillent là depuis 47 ans, qui sont soumis, eux, parce qu'ils ont travaillé là pendant très longtemps, quotidiennement, depuis 47 ans, à des émissions qui sont probablement les plus fortes que personne ne peut sentir à 12 km à la ronde, et ces gens-là sont en parfaite santé. Donc je pense que c'est l'un des paramètres qu'on peut retenir et qui a été tout à fait oublié. Parce qu'entre le moment où les peintures sont utilisées et le moment où elles sont dispersées dans l'environnement, et en plus elles sont traitées par des épurateurs, il y a tellement de facteurs de diminution et de dilution qui interviennent jusqu'à ce qu'on puisse ressentir une nuisance, qui bien évidemment à la fin, et techniquement et scientifiquement les premières preuves sont en train de tomber, il y a tout simplement pas de possibilité qu'il y ait un risque associé. Et encore moins dans le secteur de l'école, parce qu'au niveau météorologique et au niveau des calculs de la dispersion, c'est absolument impossible, et j'ai un enfant moi-même qui a 10 ans, et j'aurais aucun problème à l'envoyer à cette école-là, c'est impossible que les niveaux présents à cette école puissent être du niveau d'un risque toxicologique. Monsieur Contratto, je pense que les déclarations que vous venez de faire vont rouler en boucle au cours des prochaines heures. Je pense que avec mon collègue Stéphane Gasse, demain, on va sûrement en reparler parce que vous venez apporter un éclairage tout à fait différent et une note dissonante, un complément d'information, disons, dans ce dossier qui décidément ne cesse de nous surprendre de jour en jour. Merci beaucoup d'être venu éclairer notre lanterne en termes. Je pense que c'était un cours de puanteur 101. Ça a été vraiment très intéressant. Donc, je vous rappelle Yann Contratto, donc qui travaille avec l'entreprise Olfacto, donc qui offre des expertises légales dans le domaine des odeurs et qui nous a expliqué vraiment par le détail toutes les paramètres quand on étudie justement les odeurs, l'intensité, la concentration, mais aussi ce que je retiens beaucoup, c'est le fait qu'il y ait quand on prend une population en général, il y a une diversité de réactions aux odeurs. Il y a des gens qui sont insensibles aux odeurs et d'autres qui sont normalement sensibles et d'autres qui sont hyper sensibles. Et peut-être que dans certains cas, ceci explique cela. Voilà, ceci explique cela, mais je retiens quand même que lui, qui est un expert, qui s'est penché là-dessus, qui comprend tous les chiffres qui ont été diffusés, tu comprends? Moi, je suis néophyte, là. J'ai beau les regarder, ces chiffres-là, ça me dit pas grand-chose. Faut que je lise la conclusion du rapport pour savoir à quoi ça rime, tout ça. Lui, il comprend tout ça. Il dit, moi, j'aurais aucun problème à envoyer mon enfant à cette école-là. Il comprend pas non plus les problèmes qu'il pourrait y avoir, des employés qui œuvrent à cette usine-là depuis 47 ans. Puis les tests, en plus, le fameux TAGA, les tests du ministère de l'Environnement qui disent que c'est en deçà. D'un point de vue toxicologique, ça tient pas la route. D'un point de vue nuisance, encore là, ça resterait à être prouvé puisque il y a rien qui démontre que ça dépasse les normes acceptées. Ouais. Écoute, tu l'as bien dit, lui, c'est un expert légal, hein? Qui donne des avis légaux. Tout à fait. Il se présente devant les juges, il représente dans certains cas des comités de citoyens, dans certains cas des entreprises, pour justement parler, pour être expert en puanteur 101. Quelque chose. Ça pue-tu juste un peu? Ça pue-tu beaucoup? Ça pue-tu... Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que ça nous rend malade? Tout ça, c'était passionnant. Oui, vraiment passionnant. Beaucoup. Puis moi, je suis anacolore et j'entends tout ça, puis je me dis, mais mon Dieu, je vais me rendre en cours avec ce dossier-là. Ou ben non, le gouvernement ou la ville... Si on se fie au message de Mme Évin hier, qui nous disait que c'est peut-être d'un point de vue pour que Anacolore finisse par s'en aller, étant donné qu'on a changé le zonage d'un terrain adjacent pour qu'il devienne résidentiel. Moi, j'aurais en même, semble, tous les arguments pour dire qu'on n'est pas une nuisance dans le secteur. On a juste décidé qu'on voulait nous tasser de là pour pouvoir faire plus de profit dans le secteur. Parce que là, le ministère de l'Environnement dit il n'y a pas de problème avec les émanations, vous respectez les normes environnementales. On a un autre expert ici en olfactométrie qui dit qu'il n'y a pas de problème non plus.
Finalement, c'est juste Anna Collard, on a décidé qu'il voulait qu'il s'en aille. Puis le même ministère qui dit donc qui suspend le certificat d'autorisation, puis Anna Collard qui dénonce un geste politique déloyal. Ouais. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. On fait la saga